qui suit tout le roman et qui raconte l'histoire de Stig, du roi de la clairière, au même titre que les chapitres peuvent le raconter. Il était double, il était effectivement à la fois de plonger dans l'ambiance. Que Passivert, Stéphanie Lévy, c'est une tragédie, c'est une histoire qui est triste, c'est une histoire pleine de sentiments, c'est des gens qui n'arrivent pas à se rencontrer, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'aimer, c'est des gens qui parfois se détestent. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que la poésie pour essayer d'exprimer ça. Je suis émerveillé par les conteurs, cette très longue tradition de conteurs qui est pour moi très proche de la poésie, qui déclamaient leurs histoires à leur auditoire. Et pour moi, ces poèmes, cette poésie, c'est aussi faire référence à ces conteurs, c'est aussi se mettre à la place de celui qui raconte une histoire. Stéphanie l'a dit, on est tous passionnés, on aime raconter nos histoires, et je me suis mis un petit peu à la place de ces conteurs. Donc l'idée, c'était effectivement de présenter ça et de mettre dans l'ambiance. J'ai voulu faire un roman poétique, j'ai voulu faire un roman qui soit à la fois doux et à la fois dur. Et la poésie a été pour moi le moyen d'essayer d'allier ces deux choses-là. On va continuer à entrer dans ce roman Que passe l'hiver. Un court extrait, tout petit peu plus long, mais vous allez voir, on avance un petit peu dans ce monde. Revenu au-dessus de la route qu'il a amené, le corbeau repart à tire-d'aile en direction des collines et de la forêt d'où il est venu, malgré l'envie farouche de s'arrêter, de se poser et de s'imprégner de l'endroit qu'il attend de visiter depuis tant d'années. Le Weg, le cœur de ces terres, le cœur de la clairière. Les flammes dansent plus faiblement dans les braséros. Leur lumière mourante joue sur le visage opalin du roi, immobile sur son fauteuil de pierre. Elle n'y dévoile aucune ride, ne révèle aucune expression. Elle luise sur les étranges bois qui ornent sa tête et brille dans le noir insondable de ses yeux qu'il vient de rouvrir et dans lesquels un corbeau s'éloigne. À quoi pense-t-il? À quoi peut penser un demi-dieu dont la vie ne tient plus qu'à un fil du destin? Car il sait, bien sûr, il sait le mensonge et la trahison, le désespoir et la mort qui approchent avides. Il a deviné ceux qui mourront, ceux qui survivront, peut-être. Tout dépend maintenant d'un corbeau à la patte tordue. La clairière, on sent que c'est un monde du froid, on sent qu'il y a des animaux qui ne sont peut-être pas tout à fait des animaux, un demi-dieu roi qui a des ramures un peu comme un cerf, étrange monde du froid, étrange monde de la nature, étrange monde aussi de l'unité de lieu de la tragédie, David Brie. Oui, tout à fait, c'est vraiment cette tragédie dont on parle beaucoup. L'idée, c'était de travailler sur les mythes et sur toutes ces histoires qu'on a tous entendues plein de fois, vues, revues, re-revues. Que passe l'hiver, c'est une sorte c'est un peu ma visite à moi, de tous ces contes nordiques, de toute cette ambiance enneigée, de toute cette puissance que je trouve dans les mythes nordiques, dans les mythes aussi grecs. Alors, on est très loin ici des mythologies grecques, mais il y a cette notion de drame. Et pourquoi utiliser ça? C'est que, par exemple, le roi à tête cornue, il est très proche de la figure de Cernunnos, qui est le dieu celte de la vie et de la mort. Que passe l'hiver, c'est une histoire de vie, une histoire de mort. Et utiliser ces figures, c'est, je trouve, un moyen facilitant de montrer ces visages-là, de montrer cette idée-là, sans forcément utiliser de mots. Il y a quelque chose, moi, que je trouve très amusant, c'est la figure du corbeau, qui est très présente dans le roman. Je voulais que Stig soit un corbeau. Et à un moment, je me dis, bon, je vais quand même vérifier les symboles qui sont attachés au corbeau. Et dans la mythologie, le corbeau est nordique. Le corbeau, c'est le messager des dieux. Et étonnamment, ça collait parfaitement à la figure de Stig. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que je crois que tout ce corpus de mythes, de légendes, je crois qu'on les connaît tous plus ou moins, ils nous parlent tous plus ou moins, et les utiliser, les transformer dans la fantaisie comme on le fait beaucoup, et on est plusieurs auteurs à le faire, ça permet d'avoir un second niveau de langage. On a les mots, on a la sonorité du texte, mais on a aussi toutes les images que cela évoque chez nous en tant qu'auteur, mais aussi chez vous, le lecteur, et je trouve que c'est un moyen très fort de raconter une histoire. Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques... On s'éloigne parfois un petit peu, mais il y a quand même globalement une unité de lieu autour de la clairière. Pourquoi ce choix dans la narration? Je voulais une histoire triste,
une histoire violente. Et cette violence qui est dans les sentiments, c'est très violent. C'est l'amour qui est très fort, c'est la haine qui est très forte, c'est le désespoir qui est très fort. Il y a aussi beaucoup de combats. Il y a du sang qui coule régulièrement. La mort rôde et frappe. Et toute cette violence, je voulais la présenter un peu comme sur une scène de théâtre. Je me suis posé la question, dans quel est l'endroit dans lequel je pourrais... une sorte d'écrin, en fait, voilà. Quel écrin je pourrais donner à ce déchaînement de passion. Et du coup, j'ai imaginé l'exact inverse de cette passion. C'est un endroit paisible. La Clairière, c'est un endroit qui... c'est une suite de forêts, c'est un ensemble de montagnes, c'est des fleuves qui coulent, c'est des arbres enneigés, c'est des lacs gelés. C'est extrêmement paisible, sauf que derrière tout ça, la mort rôde, les poignards frappent. Et c'était vraiment opposer ces deux éléments pour les magnifier l'un et l'autre. La Clairière, c'est un endroit que j'ai adoré arpenter dans mon imagination. Et j'ai trouvé ça parfaitement adapté à une histoire terrible. Le personnage qui va être un peu au cœur, au-delà du roi lui-même, le personnage de ce jeune fils de famille, ce fils cadet qui n'est pas très aimé de son père, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas a priori le grand guerrier qu'il attendait, qui n'est pas promu à un grand destin de la fantaisie. C'est lui que vous avez choisi comme personnage principal, même s'il y en a plein d'autres attachants autour. Pourquoi David Brie? Je déteste les héros, je déteste les gens très forts, parce que je trouve que, après c'est mon point de vue, mais je trouve que on n'a pas forcément de mérite à gagner quand on est grand, beau, fort, intelligent, et que toutes les étoiles sont penchées sur notre berceau. Je trouve que le vrai courage, il est dans l'adversité. Le vrai courage, il est dans le fait de poursuivre encore et toujours, d'y croire. Et c'est en ce sens-là que j'aime ces héros qui sont abîmés par la nature, abîmés par la vie, et qui malgré tout se dressent, malgré tout restent debout, ou malgré tout avancent. Je trouve ça courageux, je trouve ça touchant. Et je trouve qu'on a une très forte tendance à toujours parler de ceux qui ont des gros muscles ou vraiment des super-héros. Parlons aussi de ces gens-là, pour qui rien que le fait d'exister est parfois une gageure. Racontons aussi ces gens-là qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce que je pense que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de super-héros. Moi, j'en suis pas un. Et je crois qu'on touche plus les gens en leur racontant des gens qui leur ressemblent. Moi, quand je lis un roman, quand je lis une histoire, j'adore lire, je suis comme vous tous, j'ai besoin de m'identifier, j'aime voyager. Et moi, je n'arrive pas à voyager à côté de gens qui ne me ressemblent pas. Moi, je sais voyager à côté de gens qui boitent. Je sais voyager à côté de gens qui doutent. Et je ne sais pas raconter d'autres histoires que celles de ces gens-là parce qu'elles ne m'intéressent pas. Et Stig, je dis souvent, Stig, le héros de Que passe-t-il, c'est l'un des personnages les plus courageux que j'ai jamais inventé. C'est un personnage qui me touche énormément parce que malgré toutes les difficultés, malgré toute la douleur, Stig continue et va essayer. Justement, on va découvrir un peu plus Stig. Ombre plante ses yeux dans ceux du jeune homme. Elle attend un moment, puis à voix basse lâche un mot, un seul: magie. Tu penses au clan Lungen? Demande Stig interloqué. Elle acquiesce. Et aussitôt, le jeune Ferenn revoit l'expression cruelle et amusée sur le visage de Dame Teutesund. Y aurait-il une raison à ce qu'il lui en veuille? Demande-t-il intrigué. Pas à ma connaissance, mais il y en a forcément une. Et c'est cela que je dois découvrir pour savoir qui a tué mon père et pour le venger. Stig secoue la tête confus. S'il a appris par son frère que certains seigneurs s'apprécient plus ou moins, jamais son aîné ne lui a parlé de quelconque querelle, et encore moins d'assassinat. Peut-être n'aurait-il pas dû venir ici sans lui en parler d'ailleurs. Je n'ai rien dit à ma mère pour ne pas ajouter à sa souffrance. Ça ne servirait à rien. Quant au soigneur du clan, puisqu'il n'a rien trouvé de suspect sur mon père, aucune marque, aucune trace sur son corps, ni même dans sa gorge, il refuse d'entendre mes soupçons. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, mais tu n'es pas venu par hasard. Tu es vu comme moi mon père tombé, et tu ne crois pas non plus qu'il se soit étouffé. Elle tend sa main ouverte en direction du jeune homme, puis demande: m'aideras-tu alors, Stig Ferenn? Appelle à l'aide à ce personnage pas si fort. Peut-être que d'autres commencent à découvrir qu'au-delà des apparences, c'est peut-être un personnage plus solide qu'on ne l'imagine au début du roman, ou surtout qu'on imagine son père. Oui, tout à fait. Il y a ça, il y a aussi la gentillesse. Je suis quelqu'un qui aime la gentillesse. Je trouve que c'est une grande valeur. Elle est parfois un peu galvaudée. Stig, c'est un vrai gentil. Alors, il a ses défauts, comme tout le monde.
Et je crois que la gentillesse, ça se sent, ça se devine. Et surtout quand on est désespéré comme on peut être désespéré suite à la mort de son père, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et il se trouve que Stig est là. Stig a été touché par quelque chose. Il est là et il voit cette jeune femme qui a besoin d'aide. Stig est marqué par la vie. Et du coup, comment résister à un appel à l'aide quand on sait ce que c'est que la souffrance, quand on sait ce que c'est que d'être seul? Je crois qu'on n'y résiste pas ou difficilement. Et c'est là aussi toute la beauté de ce personnage. Et après, on parle de force. Je parlais tout à l'heure de courage. Il en faut du courage pour survivre à un père qui ne vous aime pas ou qui vous aime mal. Il en faut du courage pour survivre à la mort de sa mère. Il en faut du courage pour survivre quand on a un frère qui est, pour le coup, lui, grand, beau, fort, intelligent, loyal. En plus, il est loyal. On ne peut même pas le détester. Oui, on ne peut même pas le détester, mais c'est une catastrophe. Et malgré tout ça, Stig poursuit, essaye d'être bon. Et je pense que c'est très difficile. Et pour ça, il faut une force d'âme qui est juste incroyable. Je suis admiratif de ce personnage. C'est presque une déclaration, c'est incroyable. On a l'impression que vous parlez comme un amoureux transi de ce personnage. C'est quand même frappant, David. Vraiment, vous l'aimez? Oui, je l'aime beaucoup. Alors, j'aime aussi beaucoup ceux qui sont bien moins sympathiques dans Que passe l'hiver. Il y a une certaine fascination. Stig, je le trouve. Je suis quelqu'un, je suis très sensible au merveilleux, je suis très sensible à l'émerveillement. Et quand on crée des personnages, on donne certaines de nos facettes, on donne certaines facettes de nos proches et certaines facettes des personnages qu'on a pu rencontrer en littérature ou ailleurs. J'ai donné à Stig mon sens de l'émerveillement parce que je trouve que c'est une qualité qui est importante. Je crois que c'est une qualité qui est liée au bonheur, je crois que c'est aussi une qualité qui est liée à l'autre. Si on sait s'émerveiller, on sait s'émerveiller de l'autre, on sait aussi partager. J'ai donné ça à Stig parce que je trouve que c'est une très grande qualité. Et j'adore aussi les méchants. Alors je ne révélerai pas de nom, mais ils sont intelligents, ils sont résolus, c'est une qualité extraordinaire. Ils sont des fois un peu vicieux. Il y a notamment un personnage qui est extrêmement vicieux et c'est amusant. Je l'aime pour ça, ce personnage. Elle n'est pas que méchante, loin de là. Elle est aussi méchante. Et je l'aime beaucoup. Tous, je crois que quand on crée des personnages, on donne du coup, comme je dis, beaucoup de choses de nous, des autres, et on ne peut que les aimer, même s'ils sont méchants, ou plutôt même s'ils font des mauvais choix de notre point de vue, mais qui sont des bons choix de leur côté. Que passe l'hiver, rien que le titre, c'est aussi une saison. Pourquoi avez-vous choisi l'hiver, David Brie? J'adore l'hiver. Je parlais tout à l'heure de la Clairière comme un endroit apaisé. Je trouve la neige très apaisante. C'est vraiment oui, apaisant, c'est le mot qui me vient à l'esprit. J'habite à la campagne. Je me suis beaucoup inspiré de là où je vis pour les saisons. J'habite dans un endroit où il neige régulièrement l'hiver avec des arbres enneigés. Et c'est tellement apaisant. Je parlais tout à l'heure du conteur. Cette image de raconter une histoire au coin du feu alors qu'il neige dehors, rien que ça, moi ça me fait tout de suite imaginer des millions de choses. Donc oui, j'aime l'hiver, j'aime le froid, je suis plus à l'aise avec le froid qu'avec la chaleur. Parce que ça rapproche. Quand on a froid, on se rapproche de l'autre. On veut se réchauffer, que ce soit physiquement, avec un feu, avec un chocolat chaud. Mais on veut aussi des fois réchauffer juste son âme. C'est là où on se rapproche, où on joue, où on lit, où on parle. Une fois de plus, là où j'habite, j'ai la chance d'avoir une grande cheminée. Et avec ma famille, avec mes amis, on se retrouve au coin du feu. Et on se raconte des histoires, on parle, on échange. C'est ça que je trouve apaisant, c'est ça que je trouve chaleureux. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du coup tellement en opposition avec la violence des sentiments, avec la violence et la noirceur de cette histoire, que forcément ça ne pouvait que magnifier les deux. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Le froid, l'hiver, la neige. La place de la neige dans cette histoire, David Brie. Il neige de la première à la dernière page. Il neige quasiment tout le temps. C'est un peu comme les larmes. Que passe l'hiver, un truc c'est une chose qui est triste. Cette neige, c'est les larmes qui coulent sur la clairière. C'est les larmes qui coulent sur... Cette histoire, c'est un crépuscule. Que passe l'hiver, c'est l'histoire d'un crépuscule, c'est un crépuscule. Et du coup, la clairière, oui, peut aussi pleurer à sa manière. Et la neige représente aussi ça. C'est la beauté, c'est la tristesse, c'est l'apaisement, mais c'est aussi un passage vers autre chose.
Évidemment, la nature, la neige, le froid, cet univers, ce contexte, les légendes, on commence à voir l'univers, la richesse et la force de cet univers. C'est ce qui m'a donné tout de suite envie de faire de vous le coup de cœur du festival cette année. Alors je vais lire un dernier extrait de ce roman, un tout petit peu plus long que les autres, parce que justement, je veux vous faire entendre autre chose, c'est qu'il y a la magie dans le roman. Et la façon dont David Brin nous la présente. Quelqu'un s'éloigne de l'imposante bâtisse des magiciens. Une silhouette fine et gracile, aux longs cheveux blonds qui avance dans la neige. C'est elle, la jeune femme si belle qu'il avait observée lors des banquets précédents. Elle marche seule vers le rebord du plateau. Sans réfléchir, Stig rabat ses ailes, plonge et file dans sa direction. Que va-t-elle y faire? Il n'y a rien d'autre là-bas que la falaise qui tombe à pic sur des centaines de pas jusqu'à la plaine émaillée de rochers, de bois et de lacs. La silhouette avance, résolue. Ses cheveux volent dans l'air glacé du matin, s'en mêlent sur son visage. Sous un manteau de laine sombre, elle porte la même longue robe blanche que la veille. Un morceau de roche émerge de la mer de neige, près de l'endroit vers lequel elle se dirige. Grisé par la vitesse, l'oiseau termine sa descente en quelques larges cercles et, dans un ultime battement d'ailes, atterrit maladroitement dessus. La jeune femme ne l'a pas vu. Pourquoi se soucierait-elle d'ailleurs d'un corbeau à la patte tordue posé non loin d'elle? Arrivée à quelques pas du précipice, elle s'arrête. Elle observe un moment le paysage qui s'étire à perte de vue devant elle, la plaine blanche immense, puis fouille à l'intérieur de son manteau. Elle en ressort une gourde en peau, pas plus grande que la paume de sa main. Elle ferme les yeux un instant. Puis, d'un mouvement sûr, habitué, elle en dévisse le bouchon. Posée sur son rocher, Stig a deviné ce qu'elle fait. Le sang des oiseaux de crin, qui vivent à la frontière entre les mondes des hommes et des esprits, permet à Lungen de voir au-delà du voile. Il n'avait jusqu'à ce jour jamais observé un mage à l'œuvre, mais Anazi lui avait appris cela. Lorsque la jeune femme rouvre ses yeux, son regard n'a plus rien de la tristesse et de la douceur qu'avait remarqué Stig. Une pellicule translucide recouvre ses iris devenus troubles et plus clairs encore. La magicienne fronce les sourcils, observe un moment l'endroit autour d'elle comme si elle le découvrait et voulait s'orienter, puis s'immobilise à nouveau. Elle se redresse, droite, et commence à parler, seule. Stig tend l'oreille, essaie d'attraper les mots portés par le vent, puis il ouvre son bec surpris. Elle ne parle pas, elle chante. Deux personnages, vous avez Stig. Alors, la magicienne, il y a donc de la magie, les pouvoirs différents. Les uns peuvent voir au-delà du voile qui semble une sorte de brume qui cache l'avenir, en tout cas la vérité. Et puis d'autres ont d'autres pouvoirs. Stig, il a le pouvoir de se métamorphoser, on va quand même le découvrir très vite. On ne va pas dire tous les pouvoirs qu'il y a dans ce roman, on le découvrira. En fait, chaque famille a un talent, un pouvoir. Est-ce qu'ils vont s'en servir les uns contre les autres? Ou est-ce qu'ils vont les mettre en commun? C'est peut-être aussi ça l'enjeu du roman, David Brin. Oui, tout à fait, et ça parle, mais pareil, c'est une métaphore on a tous des pouvoirs, on sait tous faire certaines choses. Dans le roman, effectivement, comme vous venez de le dire, chaque famille est identifiée avec un pouvoir. Ce pouvoir, il vient pas de nulle part, ce pouvoir, il vient du sang. Le sang des premiers ordrins qui sont mi-homme, mi-dieu. Ce sont les descendants des dieux, et chaque famille est quelque part des descendants de ces dieux-là. Et à son dieu tutélaire, chaque famille a son pouvoir. Et pouvoir, c'est un grand don, mais c'est aussi quelque chose dont on peut servir à mauvais escient. Dans la longue histoire de la clairière, des familles ont déjà tenté d'user de leur pouvoir contre les autres et en ont été punies. Certaines ont failli disparaître, d'ailleurs, et ont failli perdre leur pouvoir. Utiliser ces pouvoirs, notamment le pouvoir de voyager dans les ombres, pour commettre un forfait, est quelque chose qui a été puni très durement par le dieu de la clairière. Il y a des interdits très puissants. Les pouvoirs restent aussi très mystérieux. Les clans, dans le monde de la clairière, ne se mélangent pas. Chacun vit sur ses terres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils ne se voient qu'une fois par an, lors du solstice d'hiver, lorsqu'ils se retrouvent auprès du roi. Et comme ils ne se mélangent pas, ils ne se connaissent pas, à part les seigneurs qui se voient de temps en temps. Et du coup, les pouvoirs de chacun restent très mystérieux aux autres. Stig, qui se rend pour la première fois sur la montagne du roi, voit du coup pour la première fois les autres clans. Il est émerveillé, il est fasciné par ses pouvoirs. Pour lui, se transformer en corbeau, c'est tout à fait normal, il le fait tout le temps. C'est comme nous, aller faire les courses.
Et du coup, les pouvoirs des autres familles, effectivement, le fascinent, les merveillent. C'est une autre manière d'accéder au monde de la clairière, c'est une autre manière d'accéder aux contes et légendes de la clairière, c'est une autre manière de vivre ces histoires qu'il entend depuis tout enfant, ces histoires de gens qui vivent loin de chez lui, qui sont très différents de lui, et qui ont d'autres dons que lui. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai voulu, ça permet à la fois d'identifier les forces et les faiblesses de chacun, et d'ajouter quelque chose à tout ce monde de la clairière. Ça fait un lien entre les hommes et les dieux, et c'est un lien, je pense, qui est très fort, c'est les mythes, et c'est ce qui a permis, effectivement, je crois, de donner l'identité à chaque famille, avec des pouvoirs qui les façonnent aussi un peu. Le père de Stig, je parlerai juste de lui se transforme en ours. Il y a une phrase que je me suis un peu amusé à écrire, où à un moment Stig parle à son frère et il dit mais c'est pas parce que notre père se transforme en ours qu'il est soupolé comme un ours. Mais bien sûr que si. Donc c'est juste pour dire que leur pouvoir les transforme, leur pouvoir leur donne une vision du monde qui forcément les change eux.